Notre univers est à 4 dimensions. 3 dimensions sont réservées à l'espace et une est pour le temps. Maintenant, mélangeons-les ensemble. Nous obtenons une belle pâte appelée espace-temps. Cette pâte a une caractéristique étonnante. Même si vous ne pouvez pas l'utiliser pour cuire une tarte, vous pouvez la plier et la déchirer. Maintenant, oublions notre analogie culinaire. Nous allons dans l'espace. Les ondes qui se propagent à travers l'espace-temps peuvent voyager à des vitesses bien supérieures à celles de la lumière. Or, en matière de propulsion, ou, plus simplement, d'avancée, se déplacer dans l'espace en éjectant des gaz chauds à l'arrière de votre vaisseau spatial n'est pas l'approche la plus efficace. Une méthode bien plus élégante consiste à manipuler la trame de l'espace-temps autour de votre vaisseau. C'est ainsi que nous abordons le sujet de la propulsion par distorsion d'Alcubierre. Jusqu'à présent, ce n'est qu'un concept hypothétique. Mais qui sait, peut-être que dans 10 ou 20 décennies, nous utiliserons cet appareil pour rendre visite à nos proches qui ont déménagé de l'autre côté de la Voie lactée. Quoi qu'il en soit, la propulsion par distorsion contracte théoriquement l'espace-temps devant un vaisseau spatial, tout en l'expansant derrière lui. Cela permet au vaisseau de se déplacer d'un point à un autre à une vitesse incroyablement rapide. Alors que le vaisseau spatial déformerait l'espace-temps, une personne à l'extérieur de la bulle de distorsion du vaisseau l'observerait se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Dans le même temps, si vous étiez ce chanceux voyageur à l'intérieur du vaisseau, vous ne ressentiriez aucune accélération. Si nous pouvions rendre réacteur de distorsion supraluminique une réalité, supraluminique qui est un mot sophistiqué pour décrire quelque chose de plus rapide que la vitesse de la lumière, cela changerait nos vies pour toujours. Cela nous permettrait de voyager à travers tout notre système solaire, et pourrait même nous aider à atteindre les systèmes stellaires voisins. Par exemple, nous pourrions atteindre Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de nous situé à un peu plus de 4 années-lumière, en quelques jours ou semaines au lieu de milliers d'années. Malheureusement, je dois tempérer ton enthousiasme, mon ami. La propulsion à distorsion a un énorme problème. La force derrière son fonctionnement, appelée énergie négative, implique des particules assez exotiques. Pire encore, elles sont complètement hypothétiques. Et pour autant que nous le sachions, n'existent pas dans notre univers. Les scientifiques n'ont réussi à les décrire qu'en termes mathématiques. Ces particules exotiques se comportent de manière inattendue. Par exemple, elles ont une masse négative. J'aimerais pouvoir réaliser un tel tour après un dîner en famille. Et elles agissent à l'opposé de la gravité. Mais attendez, il reste encore un peu d'espoir. Une nouvelle découverte pourrait résoudre cet obstacle apparemment inamovible. Des chercheurs de New York ont imaginé un système d'énergie positive qui ne perturbe pas les lois physiques connues. Les auteurs de l'étude affirment qu'il s'agit d'un changement radical qui pourrait constituer le premier chapitre du manuel de voyage interstellaire. Vous voyez, cette énergie positive fait toute la différence. Disons que vous êtes un astronaute en sortie spatiale et que vous décidez de jouer au tennis là-bas. Alors, vous poussez la balle loin de vous. Mais au lieu de flotter au loin, la balle repousse. Et cette confrontation peut continuer jusqu'à ce qu'elle puisse arracher votre main si vous appliquez suffisamment de force. Eh bien, c'est une qualité de l'énergie négative dont le moteur à distorsion a besoin. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun moyen de capter cette énergie, et cela semble dangereux. C'est pourquoi nous devrions probablement nous tourner vers la bonne vieille énergie positive pour la construction de la bulle de distorsion. Cette bulle est une structure sphérique entourant un vaisseau spatial à l'aide d'une coque de matière ordinaire, bien que super dense. La bulle propulse le vaisseau spatial en avant, en utilisant la puissante gravité de la coque. Mais les passagers à l'intérieur du vaisseau ne ressentent aucune accélération. Un trajet en ascenseur est apparemment plus mouvementé que le fait de filer à travers l'espace dans une telle bulle. Tout cela en raison de l'immense densité de la coquille et de la pression qu'elle exercerait sur l'intérieur si elle était contrôlée correctement. Et comme rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière, selon la théorie de la relativité générale, la bulle est conçue de manière à ce que ceux à l'intérieur puissent ressentir un temps normal. En même temps, la bulle comprime l'espace-temps devant elle et l'expanse derrière le vaisseau, tout comme ce moteur à distorsion qui utilise de l'énergie négative. Cela lui permet de se propulser lui-même et le vaisseau incroyablement vite. Les parois de la bulle produisent l'élan nécessaire, comme l'élan des balles qui roulent. Si vous décidiez de vous charger du contrôle d'une bulle de distorsion, cela nécessiterait une grande coordination. Ces bulles nécessitent des quantités énormes de matière et d'énergie pour assurer la sécurité des passagers et maintenir le passage correct du temps.
De plus, la communication entre les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle deviendrait extrêmement déformée lors du passage à travers les courbures de l'espace déformé. Bien sûr, il y a encore des tonnes de problèmes que les chercheurs doivent résoudre avant de finalement construire un propulseur à distorsion fonctionnelle. Mais certains d'entre eux affirment que le modèle devrait finalement se rapprocher de la vitesse de la lumière. Mais même s'il reste en dessous de la vitesse de la lumière, ce sera toujours une grande amélioration par rapport à nos technologies actuelles. Voyez par vous-même. Voyager à la moitié de la vitesse de la lumière vers Alpha Centauri prendrait 9 ans. En revanche, Voyager 1, qui voyage actuellement à 61 000 km/h, aurait besoin d'environ 75 000 ans pour atteindre notre système stellaire voisin. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. À mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, les choses deviennent vraiment étranges. Par exemple, plus un objet se déplace rapidement, plus sa masse devient importante. Et cette masse peut augmenter indéfiniment, rendant nécessaire une quantité infinie d'énergie pour maintenir sa vitesse. Un autre problème, les modèles actuels ne permettent une bulle de distorsion stable que pour une vitesse constante. Mais alors, comment êtes-vous censé accélérer au début de votre voyage ? Et que devriez-vous faire lorsque vous devez finalement ralentir et vous arrêter? Les experts affirment que le processus de création de l'entraînement par distorsion est comparable à l'essai de comprendre le concept de l'automobile pour la première fois. Nous pouvons comparer le stade auquel se trouve la technologie de l'entraînement par distorsion à celui de la technologie automobile à la fin du 19e siècle. À cette époque, le voyage en automobile était possible, mais cela semblait être un processus complexe que tout le monde ne pouvait pas gérer. Alors, l'idée générale du moteur à distorsion est d'étirer et de comprimer l'espace pour parcourir l'univers. Eh bien, il y a une théorie qui est encore plus folle. Et si, au lieu de courber l'espace-temps, nous le déchirions tout simplement? Pensez-y de cette manière. Lorsque vous courbez l'espace-temps, vous devez toujours faire face à tout l'étirement et la compression. C'est comme plier une carte en papier. Vous devez toujours traîner votre doigt à travers les plis. Mais essayez de déchirer le papier en deux et de joindre les deux extrémités. Bam! Vous êtes déjà à destination. Alors, comment pouvons-nous déchirer l'espace-temps? Nous n'en aurons peut-être pas besoin, les trous noirs le font peut-être déjà. Au centre d'un trou noir, la gravité devient incontrôlable. Tout s'effondre en un point infiniment petit, et le temps s'arrête. Ce point, appelé singularité, pourrait être cette même déchirure dans l'espace-temps. Et si vous pouviez diriger votre vaisseau spatial vers un trou noir suffisamment grand, la gravité pourrait être suffisamment lisse pour que vous surviviez au voyage. Ensuite, certains scientifiques pensent que vous pourriez ressortir de l'autre côté de l'univers par un trou blanc. Un autre type de déchirure est appelé un trou de verre. Contrairement à un trou noir, les trous de verre ont à la fois une entrée et une sortie. Ils sont comme un raccourci dans le tunnel cosmique. Si nous pouvions comprendre comment les trouver, les ouvrir et les empêcher de se refermer, nous pourrions obtenir la clé du voyage intergalactique. Et maintenant, préparez-vous pour un retournement de situation. L'effet de tunnel quantique. Supposons que vous jouez à un jeu vidéo et que votre personnage peut traverser les murs par magie. C'est un peu comme ce que font les particules dans l'effet tunnel quantique. Les particules peuvent traverser des barrières, même si elles n'ont pas assez d'énergie pour les surmonter, grâce à leur nature ondulatoire et quantique. Mais que se passerait-il si les particules pouvaient traverser des trous de verre connectés par effet tunnel quantique? Au lieu de simplement se faufiler à travers un mur, elles prendraient des raccourcis cosmiques à travers l'espace-temps, passant d'une partie de l'univers à une autre instantanément. En théorie, cela pourrait ouvrir des possibilités totalement nouvelles sur la manière dont nous comprenons l'univers et voyageons à travers lui. À première vue, on pourrait penser que le Soleil brûle. Ce n'est toutefois pas le cas, car la combustion de notre étoile n'est pas de nature chimique, mais repose sur la fusion nucléaire. Le Soleil ne risque donc pas de manquer d'oxygène ou d'interrompre sa combustion, puisqu'il n'utilise pas d'oxygène pour brûler. Contrairement à la combustion du carbone qui nécessite de l'oxygène, ce processus s'arrête en l'absence de ce dernier. Prenez l'exemple d'une bougie. Si vous la couvrez, elle n'aura plus accès à l'oxygène et cessera de brûler. En revanche, la fusion nucléaire consiste à fusionner les noyaux d'atomes pour former de nouveaux noyaux plus massifs, ce qui entraîne la transformation de ces atomes en de nouveaux éléments. Ce processus ne requiert ni oxygène ni aucune autre substance. Il suffit d'une pression ou d'une température suffisamment élevée pour rapprocher les noyaux des atomes, permettant ainsi de surmonter leur répulsion électrostatique et de les fusionner en un seul noyau. En 2011,
2 équipes d'astronomes ont découvert un immense nuage d'eau flottant dans l'espace. Il s'agit du plus grand et du plus lointain réservoir jamais détecté dans l'univers. Ce nuage de vapeur d'eau entoure un gigantesque trou noir, appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. L'environnement qui règne autour de ce quasar est probablement unique, produisant d'énormes quantités d'eau par la collision des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau présente sur notre planète, ce qui pourrait fournir à chaque être humain l'équivalent de 20 000 planètes en eau. Plus impressionnant encore, les astronomes estiment que ce nuage d'eau s'est formé à peine 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Pour les scientifiques, c'est une preuve supplémentaire que l'eau est omniprésente dans l'univers et existait dès ses débuts. Avant cette découverte, on n'avait jamais observé de vapeur d'eau aussi loin dans l'univers primitif. Bien que notre galaxie, la Voie lactée, contienne également de l'eau, la majorité de cette eau se trouve sous forme de glace. L'eau n'est pas la seule substance à flotter dans l'espace, on y trouve également de l'alcool. En 2009, des chercheurs examinant un vaste nuage de gaz et de poussière au centre de notre galaxie ont fait une découverte surprenante. La présence de formiate d'éthyle, une molécule responsable de l'arôme sucré des framboises. Ils ont également identifié une autre région intéressante, riche en alcool éthylique, le même que l'on retrouve dans de nombreuses boissons. Au pôle nord de Saturne, une tempête énigmatique fait rage. D'une taille gigantesque, elle s'étend sur une superficie plus vaste que celle de notre planète et présente un motif hexagonal déconcertant. À ce jour, l'origine de cette forme inhabituelle demeure inexpliquée. Découvert pour la première fois en 1987, cet hexagone est resté caché dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière du Soleil le révèle à nouveau. Peu après, la sonde Cassini, spécialement conçue pour l'exploration du système saturnien, a capturé une série d'images saisissantes, ainsi qu'une vidéo de cette tempête hexagonale. Il s'est avéré que sa taille était colossale, avec une profondeur estimée à environ 290 km. L'œil de la tempête est 50 fois plus grand que celui des tempêtes typiques sur Terre. De plus, elle change progressivement de couleur, passant du bleu au doré. Des vents composés d'hydrogène et d'ammoniac encerclent la tempête, atteignant une vitesse de plus de 480 km/h. Elle possède plusieurs centres, dont certains tournent dans le sens horaire et d'autres dans le sens inverse. Le plus grand vortex, qui paraît blanc, est 2 fois plus massif qu'un ouragan ordinaire sur Terre. Quant à l'hexagone en lui-même, il s'agit d'un courant de jet formé de gaz atmosphérique. Les spécialistes le décrivent comme un simple courant fait d'air et de phénomènes météorologiques. Un détail intrigant réside dans la présence d'un vortex à une altitude supérieure à celle des nuages de Saturne, ressemblant à une structure imposante. Les aurores de Saturne, provoquées par le champ magnétique de la planète, se situent au-dessus de l'hexagone, ajoutant une touche onirique à son apparence. Des astronomes ont découvert un gigantesque volcan potentiellement actif près de l'équateur de Mars, qui était littéralement à découvert mais resté inaperçu. Ce volcan est ancien et fortement érodé, mais semble encore en activité. Il pourrait même subsister des traces de glaciers à sa base. Cette découverte ouvre la voie à un site prometteur pour la recherche de vie et constitue également une destination potentielle pour de futures explorations, tant humaines que robotiques. La structure n'a pas encore reçu de nom officiel et est provisoirement désignée sous le nom de volcan Noctis. Elle culmine à 9000 mètres et s'étend sur une distance impressionnante de 450 km. Une telle envergure suggère que le volcan est actif depuis une période prolongée. Dans sa partie sud-est, on observe un mince dépôt volcanique récent, et il est possible que de la glace subsiste encore en dessous. À environ 700 millions d'années-lumière de la Terre se trouve un immense vide, dépourvu de galaxies, d'étoiles, de planètes ou d'astéroïdes. Un néant total. Ce vide, de forme vaguement sphérique,
mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. Ce phénomène est connu sous le nom de vide du Bouvier, situé dans la constellation du même nom. C'est le laboureur qui conduit les 7 bœufs du Septentrion. Initialement surnommé le Grand Rien, il a par la suite reçu son nom actuel. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies forment une structure semblable à une toile géante. La majorité d'entre elles appartiennent à de longues formations appelées filaments, qui traversent l'univers et se rencontrent pour créer des zones de forte densité, connues sous le nom d'amas de galaxies. Cependant, entre ces amas et ces filaments se trouvent d'immenses vides, presque totalement dépourvus de galaxies. Ces vides représentent près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont gigantesques, mesurant de 30 à 300 millions d'années-lumière de diamètre. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs, au point d'être qualifié de super-vide. Les astronomes estiment qu'il pourrait être le fruit de la fusion de plusieurs vides plus petits. Il existe une planète en diamant qui orbite autour d'une étoile dans la constellation du Cancer et accomplit une rotation complète en seulement 18 heures terrestres. Ce corps céleste porte le nom scientifique de 55 Cancri E. Son rayon est 2 fois plus grand que celui de la Terre, et sa masse est 8 fois supérieure. Cette planète est extrêmement chaude, avec des températures sur sa face éclairée, pouvant atteindre près de 2760 degrés. Ce qui est encore plus fascinant à propos de 55 Cancri E, c'est que, d'après certains spécialistes, au moins un tiers de sa masse pourrait être constitué de diamants. Cela correspond à environ 3 fois la masse de notre planète. Imaginez, une véritable fortune flottant là-bas dans l'espace. Vous vous demandez combien cette planète pourrait valoir? Eh bien, quelqu'un l'a déjà calculé. Le chiffre est tout simplement astronomique, sans mauvais jeu de mots. La valeur estimée s'élève à 26,9 quintillions de dollars. Et si ce chiffre vous semble aussi abstrait qu'à nous, il s'agit de 26,9 suivi de 30 zéros. À titre de comparaison, l'un des diamants les plus chers jamais découverts sur Terre est le Cullinan. Sa valeur atteint 2 milliards de dollars, et son poids d'origine était de 3106,75 carats, soit plus de 620 grammes. Ce diamant reste le plus grand jamais trouvé à l'état brut. Par la suite, il a été découpé en plusieurs pierres plus petites. La plus grande d'entre elles est le Cullinan A, également appelé l'étoile d'Afrique, qui pèse environ 530 carats. Mais à côté de la planète diamant, même ce joyau colossal paraît dérisoire. Les nébuleuses sont d'immenses nuages de gaz et de poussière, et certaines arborent des formes étonnamment inhabituelles, presque comme si elles avaient été façonnées ainsi intentionnellement. Au fil du temps, la gravité attire et regroupe ces amas de gaz et de poussière, les faisant grandir et renforçant leur champ gravitationnel. Finalement, lorsque la masse devient suffisamment importante, elle s'effondre sous son propre poids et donne naissance à de nouvelles étoiles. Parmi les nébuleuses les plus spectaculaires, on trouve la nébuleuse du Papillon, dont l'envergure excède les 3 années-lumière. La structure interne de cette nébuleuse est l'une des plus complexes jamais observées. L'étoile centrale, une naine blanche, atteint une température incroyable de 250 000 degrés, ce qui suggère qu'elle provient d'une étoile massive, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de gaz et de poussière à l'équateur, ce qui donne à la nébuleuse son apparence distinctive de sablier ou de papillon. La nébuleuse de la Lyre ressemble à un immense nuage de poussière et de gaz entourant une étoile ancienne et presque éteinte. À première vue, elle ressemble à un anneau, mais les astronomes affirment qu'elle est bien plus que cela. C'est plutôt un beignet fourré. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, ressemble en fait à une ceinture enveloppant une structure bleue de forme sphérique. Chaque extrémité de cette structure dépasse des côtés opposés de l'anneau. Les piliers de la création ressemblent à quelque chose d'un autre monde. Voyez par vous-même. Ils se trouvent à 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. À l'échelle spatiale, ce sont des bébés. Le télescope spatial Hubble
a réussi à capturer l'image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Et maintenant, vous pouvez les contempler de vos propres yeux. Ce sont les fameux piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Admirez plutôt cette image célèbre. Les couleurs bleues représentent l'oxygène, le rouge correspond au soufre, et le vert indique la présence d'hydrogène et d'azote. Les piliers sont aussi baignés d'une lumière ultraviolette provenant d'un amas voisin de jeunes étoiles. Malheureusement, les vents de ces étoiles érodent lentement mais sûrement ces magnifiques tours de gaz et de poussière. Loin dans l'espace, une galaxie fantomatique et extrêmement ancienne flotte seule. Elle brille d'une faible lueur stellaire et n'a pratiquement pas changé depuis des milliards d'années. Les astronomes ne savent ni pourquoi elle est là, ni comment elle s'est formée. Voici DGSat I, une galaxie fossile. Elle est aussi grande que la Voie lactée mais presque invisible, car ses étoiles sont extrêmement dispersées. Ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle est isolée, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement en amas. Cela pourrait indiquer que DGSat I s'est formée à une époque différente, probablement à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Si c'est vrai, cette galaxie est un véritable fossile stellaire. Les astronomes ont découvert le trou noir stellaire le plus grand jamais observé dans notre Voie lactée. Ce nouveau monstre spatial est 33 fois plus massif que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à récemment, le plus grand trou noir stellaire connu dans notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile. Et en comparaison, un trou noir stellaire moyen a généralement une masse d'environ 10 fois celle du Soleil. Les scientifiques ont repéré ce trou noir géant après avoir observé une étoile qui vacillait en orbite dans cette zone. Ce trou noir a été baptisé Gaia BH3. Sa proximité avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche se nomme Gaia BH1 et se situe à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin étonnamment proche a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaia BH3 se trouve dans la constellation de l'Aigle. Vue depuis la Terre, elle évoque la silhouette d'un aigle majestueux. Ce qui surprend, c'est que les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir un trou noir aussi massif et aussi proche de la Terre, resté invisible pendant si longtemps. Regardez cette fascinante exoplanète. Elle ressemble à un œil énorme flottant dans l'espace. Mais ce n'est pas le plus intrigant. Découverte en 2017, LHS M140b est l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Cette exoplanète pourrait abriter un océan global recouvert de glace, dont l'Iris, une immense région de 4000 km de diamètre, fixe en permanence son étoile hôte. Elle possède un rayon 73% plus grand que celui de la Terre et une masse 5,6 fois plus grande, faisant d'elle un monde potentiellement habitable. Cette planète œil géant tourne bien plus près de son étoile que ne le fait la Terre. Elle n'a besoin que de 25 jours pour boucler une orbite entière. Si son étoile ressemblait à notre Soleil, une telle proximité rendrait l'apparition de la vie impossible. Mais il s'agit d'une naine rouge froide et peu lumineuse, ce qui place l'exoplanète dans la zone habitable de son étoile, où l'eau ne gèle pas entièrement ni ne s'évapore complètement. Actuellement, LHS M140b semble être l'une des meilleures candidates pour abriter la vie dans notre voisinage cosmique. Les éruptions solaires sont des bouffées intenses de rayonnement électromagnétique pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures. Elles surviennent lors de perturbations magnétiques à la surface du Soleil, lorsque les lignes de champ magnétique s'entrelacent et se brisent, libérant de grandes quantités d'énergie, y compris des rayonnements ultraviolets et des rayons X dévastateurs. Ces lignes apparaissent dans les taches solaires,
des régions plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, formées par des champs magnétiques remontant des profondeurs de notre étoile. Quant aux éjections de masse coronale déclenchées par ces éruptions solaires, elles sont projetées dans l'espace et peuvent frapper planètes, satellites et tout objet sur leur chemin. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles provoquent des tempêtes géomagnétiques qui, en plus de créer de magnifiques aurores polaires, peuvent causer des pannes de réseaux électriques et des dysfonctionnements de satellites. Tous ces phénomènes solaires extrêmes, éjections de masse coronale, taches et éruptions solaires, s'intensifient considérablement durant le pic du cycle d'activité solaire de 11 ans, connu sous le nom de maximum solaire. À l'approche de ce pic, l'activité du Soleil augmente fortement. Il projette d'énormes quantités de plasma en fusion, émet des flux puissants de radiation et fait apparaître des taches solaires de dimension planétaire. Initialement, les experts prévoyaient que le cycle solaire actuel atteindrait son apogée en 2025. Toutefois, au vu de l'augmentation récente du nombre de taches, de la fréquence des tempêtes solaires intenses et d'autres phénomènes rares, il semble que ce maximum puisse survenir plus tôt que prévu. Cette planète, dénommée WASP 193b dans le domaine scientifique, est si légère qu'on la compare souvent à un morceau de peluche. Surnommée la planète Barbe à Papa, elle se situe à environ 1200 années-lumière de la Terre. Bien que nous ne puissions l'observer directement, les scientifiques estiment que cette planète ressemble à une version plus grande et plus volumineuse de Jupiter. Elle possède une densité extrêmement faible, rendue d'autant plus particulière par sa température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile hôte. À noter que son rayon n'est supérieur que de 46% à celui de Jupiter, tandis que sa masse ne représente que 14% de celle de notre géante gazeuse, ce qui en fait un cas atypique parmi les planètes connues. Un gros plan sur cette planète suffit à illustrer sa nature vaporeuse, cotonneuse presque. Il serait absolument impossible de se tenir sur sa surface, même si vous parveniez à l'atteindre. Ce type de planète est exceptionnellement rare, et cette légèreté inhabituelle pourrait être due à l'influence de son étoile, qui la réchauffe et la dilate, à la façon d'un marshmallow trop grillé près d'un feu de camp. Grâce à sa densité extraordinairement basse, WASP 193b se distingue parmi les plus de 5000 exoplanètes découvertes à ce jour, apparaissant comme une véritable anomalie dans le vaste catalogue des mondes extrasolaires. De nombreux films de science-fiction vous feront croire que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'une sorte d'effet sonore. Mais c'est absolument faux. Dans l'espace, personne ne vous entendrait crier. Il n'y a pas d'air. Le vide y est presque parfait. Et les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Elles ne peuvent pas atteindre vos tympans et les faire vibrer, ni donc envoyer des signaux à votre cerveau. Mais c'est plutôt une bonne chose, surtout pour les astronautes en sortie dans l'espace. Sans le silence qui y règne, ils seraient complètement assourdis par le bruit des tempêtes solaires. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant qu'une gigantesque explosion dans l'espace? Que ce soit scientifiquement possible ou non, c'est une autre question. Sur notre planète, les explosions sont ce qu'elles sont à cause de l'air et de la gravité. Vous voyez, l'air est un agent oxydant, et la pression fait tout s'envoler de manière spectaculaire, puis s'effondrer. Mais ce processus est très différent dans l'espace, et c'est encore plus formidable. Si une explosion se produisait dans l'espace, il y aurait malgré tout un peu de feu malgré l'absence d'air, car certains types de carburants peuvent tenir lieu d'agents oxydants. Mais il ne s'agirait pas du feu dont vous avez l'habitude. Ce feu ressemblerait à une boule de lumière en expansion, et le processus serait apparemment interminable en raison de la microgravité et de l'absence de résistance de l'air. Les navettes spatiales à proximité seraient en grand danger, car des éclats voleraient dans tous les sens jusqu'à ce que quelque chose finisse par les arrêter. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Voilà une autre idée reçue très répandue. En réalité, les comètes sont des corps célestes très difficiles à repérer. Elles passent généralement de longues périodes loin des étoiles. Là-bas, dans l'obscurité de l'espace, elles sont plutôt inactives et complètement gelées. Les queues des comètes ne se forment que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est alors qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus leur permet de s'entourer d'une sorte d'atmosphère nuageuse, ou chevelure, et d'avoir une queue. La queue pointe toujours à l'opposé de l'étoile qui influence la comète. La raison,
c'est que la queue est soufflée par les radiations et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut souvent se trouver devant la comète, et non derrière. Les planètes internes et externes du système solaire sont séparées par une ceinture d'astéroïdes. Un anneau constitué de divers débris et objets spatiaux en orbite autour du Soleil. Lorsqu'ils tournent un film sur l'espace, les cinéastes utilisent souvent cette région comme décor. En général, ils nous montrent la ceinture d'astéroïdes comme un lieu extrêmement encombré, avec des nuages compacts de rochers gigantesques au travers lesquels les pilotes doivent manœuvrer habilement. En réalité, si vous jetiez un œil sur cette zone au moment où votre vaisseau la franchit, ce serait un peu comme lorsque vous regardez le ciel depuis la Terre. Car en vérité, les distances sont immenses dans l'espace. Si vous décidiez de traverser cette ceinture d'astéroïdes, vous auriez très peu de chances de venir heurter un objet spatial. Les astéroïdes y sont vraiment très éloignés les uns des autres. Les trous noirs sont d'énormes et effrayants aspirateurs cosmiques, dit-on souvent. Mais en réalité, ils ressemblent davantage à des pièges à mouches. Ils ne cherchent pas activement des choses qu'ils pourraient dévorer. Au lieu de cela, ils attendent, passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile, ou tout autre objet, s'approche trop près, qu'un trou noir passe à l'action. Et même ainsi, seuls les corps spatiaux qui franchissent une certaine limite se voient déchirés. En fait, les trous noirs ne sont pas différents de n'importe quel autre corps céleste. Leur attraction est directement proportionnelle à leur masse. Ils n'avalent que ce que leur taille leur permet d'avaler. Si notre Soleil, pour une raison ou pour une autre, venait à être remplacé par un trou noir, rien ne changerait pour la Terre ou toute autre planète du système solaire. Du point de vue de la gravitation, bien sûr. On utilise souvent des lasers dans les batailles spatiales au cinéma. Mais si vous assistiez à un tel combat de près, vous seriez probablement déçu. En fait, ça ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on voit dans les films. Un faisceau laser est une décharge concentrée d'énergie, et on pourrait effectivement en utiliser à de nombreuses fins lors d'un combat. Mais un faisceau laser réel serait totalement invisible dans l'espace puisqu'il n'y aurait pas de particules pour en diffuser la lumière et le rendre rouge vif, vert ou autre. Un humain serait déchiré en morceaux s'il se retrouvait dans l'espace sans combinaison spéciale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, retirer sa combinaison lors d'une sortie extravéhiculaire ne serait pas aussi dramatique que ce qui est souvent illustré dans les films. Le téméraire astronaute perdrait simplement connaissance au bout de 15 secondes en raison du manque d'oxygène. Mais dans le cas seulement où il expirerait autant d'air que possible. Sinon, c'est l'oxygène même qui endommagerait ses poumons de l'intérieur, les faisant se déchirer. Après ça, sans la protection de la combinaison, la pression à l'intérieur de son corps chuterait. Et cela causerait des problèmes encore plus graves. Donc, bien que notre astronaute n'exploserait pas de manière spectaculaire, il aurait très vite de gros ennuis. Les gens croient souvent que dans l'espace, on fait l'expérience de l'absence de gravité. On dit que les astronautes sont en apesanteur dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes de l'univers. Grâce à elle, la Lune orbite autour de la Terre, et le Soleil ne va pas se balader hors de notre Voie lactée. Les astronautes de la Station spatiale internationale ressentent bien les effets de la gravité. Mais on parle alors plutôt de microgravité. La gravité dans la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme tout tombe en même temps, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes sont capables de déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Donc, appeler la microgravité apesanteur n'est pas tout à fait exact. Une année-lumière traduit une quantité de temps, n'est-ce pas? Pas vraiment. Les années-lumière mesurent en fait les distances. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière, se déplaçant en ligne droite, parcourt en une année. Et comme la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut environ à 9 460 et 11 milliards de kilomètres. On pourrait penser que le Soleil est toujours en feu, c'est tout au moins ce que les photographies et les films semblent nous montrer. Mais en réalité, notre étoile est une gigantesque boule de gaz.
Des réactions nucléaires permanentes en son cœur le font brûler. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont converties en autant d'hélium ou presque. Au cours de ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière éblouissante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène dans le processus. La vitesse de la lumière est considérée comme la barrière ultime en ce qui concerne les voyages dans l'espace, et on pense souvent qu'elle est infranchissable. Il existe de nombreuses théories sur ce que cela pourrait être de parvenir à cette vitesse, mais aucune équation n'évoque la possibilité de la dépasser. Et pourtant, nous savons qu'il existe au moins une chose dans l'univers qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est le taux de son expansion. Oui, l'univers s'étend plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et cela déconcerte les astronomes tout autant que les simples amateurs de physique. Mais cette limite s'applique aux objets se déplaçant dans l'espace, pas à l'univers lui-même qui, lui, se dilate indépendamment. À l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose que les scientifiques comprennent bien. Le taux d'expansion de l'univers est également proportionnel à la distance d'un objet. Plus il est éloigné de nous, plus il s'éloigne rapidement. Mais même si nous ne saisissons pas encore sa mécanique, nous avons notre preuve, même si elle demeure théorique pour le moment, que certaines particules pourraient en être capables de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister certaines choses dans l'espace capables de défier cette limite. Il ne nous reste plus qu'à les trouver. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Vikingen explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation. Une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les Falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles, dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie, la NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne.
Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne, pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur, elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet, formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles. La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques, observées, pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème. Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuses, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs, ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé Ina. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'Ina provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'Ina datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Notre esprit cherche constamment à interpréter les formes et, lorsqu'il perçoit quelque chose qui rappelle vaguement une forme humaine, il l'interprète comme une image familière. Ainsi, vous pourriez déceler une silhouette sur une chaise recouverte de vêtements. Et même sur Mercure, certains distinguent des formes rappelant Mickey Mouse. Rassurez-vous,
Il ne s'agit pas de vie extraterrestre, mais simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, nous amenant à percevoir des formes familières là où elles n'existent pas vraiment. Oh, il est possible qu'il existe un univers parallèle, une sorte de miroir sombre du nôtre, où le temps s'écoule à rebours. Cet univers inversé pourrait être à l'origine de la matière noire, cette substance invisible omniprésente dans notre cosmos. De plus, il pourrait exister de nombreux autres univers, où une version exacte de vous-même s'est réveillée ce matin, mais a opté pour un t-shirt blanc au lieu d'un rouge, altérant ainsi complètement le cours de sa vie. Commençons par cette mystérieuse matière noire. Elle représente la majeure partie de la masse de l'univers, mais nous ignorons encore sa fonction exacte et son origine. En effet, la matière noire ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Elle est invisible et intangible, mais nous en percevons l'existence à travers ses effets gravitationnels. Malgré leurs différences, la matière ordinaire et la matière noire semblent coexister en harmonie. Certains chercheurs estiment même qu'il doit exister un lien entre elles. Et une nouvelle théorie suggère que chaque mouvement de la matière ordinaire pourrait avoir une contrepartie dans un univers miroir de matière noire, formant ainsi un pont entre ces deux réalités. Dans la matière ordinaire, il existe une curieuse coïncidence. Les neutrons et les protons ont des masses presque identiques. Cette similitude permet leur liaison et assure la stabilité des atomes, rendant possible l'existence de tout ce que nous percevons. Si les protons étaient légèrement plus lourds, l'équilibre serait rompu, et les atomes ne se formeraient pas. Dans cet hypothétique univers miroir, les choses pourraient s'être déroulées différemment. Il est envisageable que l'équivalent du proton ne s'associe pas aux autres particules, engendrant ainsi des neutrons isolés, potentiels composants de la matière noire. Cette théorie propose également que la matière noire pourrait posséder sa propre chimie, avec des atomes et même un tableau périodique distinct. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il n'existait qu'une seule forme de matière noire. Bien que ces particules partagent certaines caractéristiques, comme leur quasi-invisibilité, elles pourraient différer en termes de taille, de vitesse et de leur influence sur la matière ordinaire. Si cette hypothèse s'avère juste, cela pourrait impliquer que des interactions entre notre univers et l'univers miroir aient eu lieu dans le passé. L'étude de la formation des éléments dans les premiers instants de l'univers pourrait fournir des indices à ce sujet. L'idée d'un univers inversé a suscité un vif intérêt et même une certaine perplexité au sein de la communauté scientifique ces dernières années. Les astronomes se servent du modèle lambda CDM pour expliquer la composition et le fonctionnement de notre univers. Selon ce modèle, l'essentiel de l'univers serait principalement formé de deux composantes, l'énergie sombre et la matière noire. L'énergie sombre agit comme une force répulsive qui accélère l'expansion de l'univers, tandis que la matière noire, avec sa gravité invisible, joue le rôle de ciment cosmique en reliant les structures entre elles. Les objets visibles tels que les étoiles, planètes et comètes ne représentent qu'une infime fraction de l'ensemble. Ce modèle décrit également le Big Bang, l'origine de l'univers à partir d'un état extrêmement chaud et dense, et la manière dont il a évolué au fil du temps. Bien que ce modèle soit largement accepté, il ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes cosmiques observés. Si vous deviez représenter ce modèle sur une feuille de papier, cela ressemblerait à une pile de crêpes superposées. Chaque crêpe symbolise une version de l'univers à un moment précis. L'univers d'hier se situerait en dessous de celui d'aujourd'hui, mais il serait légèrement plus petit. À terme, vous observeriez que l'histoire de l'univers prend la forme d'un immense cône inversé, dont la pointe minuscule correspond au Big Bang. Au-delà de ce point, nos instruments actuels ne permettent pas de remonter davantage dans le temps, nous laissant dans l'incertitude quant à ce qui pourrait s'y trouver. Par ailleurs, les événements immédiatement postérieurs au Big Bang demeurent également mal compris. Toutefois, en appliquant simplement les principes mathématiques, il est possible que l'univers s'étende au-delà de ce point crucial. Cela pourrait suggérer un mouvement en sens inverse, formant un cône similaire et inversé, où le temps s'écoulerait à rebours, du moins selon notre perspective. Cette hypothèse alternative remet en cause non seulement notre compréhension des origines de l'univers, mais soulève aussi des interrogations sur les principes fondamentaux de la physique. Toute cette effervescence autour d'un univers miroir provient en partie des découvertes faites par Anita, un instrument scientifique stationné en Antarctique. Cet appareil a détecté des particules à haute énergie peu communes, semblant émerger des glaces polaires.
Le problème de ces particules, c'est qu'elles ne se comportaient pas selon les lois de la physique préalablement établies. Les chercheurs supposent qu'il s'agirait d'une forme de rayon cosmique. Ces particules voyagent depuis l'espace, traversent la Terre, puis en ressortent. Cependant, les particules que nous connaissons ne devraient pas agir ainsi, car elles sont censées entrer en collision avec les éléments à l'intérieur de la Terre et ne pas émerger de l'autre côté comme celles-ci le font. Elles semblent opérer à la fois dans le sens avant et dans le sens inverse. À ce jour, il n'existe aucune preuve tangible d'un univers miroir. Il est possible que ces particules soient simplement d'une nature encore inconnue, nécessitant des études approfondies pour expliquer leur comportement atypique. Un peu comme avec des enfants de 4 ans. Mais que se passerait-il s'il existait non pas un seul autre univers, mais une multitude d'entre eux? Ce concept de multivers découle de théories telles que celle de l'inflation, qui postule que notre univers a traversé une phase d'expansion extrêmement rapide à ses débuts. Bien que l'inflation se soit arrêtée dans notre voisinage cosmique il y a des milliards d'années, il est probable qu'elle se poursuive dans d'autres zones du multivers, donnant naissance à des univers distincts avec leurs propres lois physiques et des caractéristiques uniques. Notre univers est le seul à notre connaissance qui soit capable d'abriter la vie. Par exemple, nous bénéficions d'étoiles stables qui fournissent la chaleur nécessaire, essentielle, pour que la vie puisse se développer. Nous disposons également d'une abondance d'éléments comme le carbone et l'hydrogène, indispensables à notre existence. L'hypothèse du multivers offre une explication sur les raisons pour lesquelles notre univers présente des conditions si favorables. Elle suggère qu'il pourrait y avoir une myriade d'autres univers, aux conditions très variées, rendant l'apparition de la vie dans au moins l'un d'eux plus plausible. Une des implications fascinantes de la théorie du multivers est l'idée de double ou de sosie, des copies exactes d'individus existant dans des univers parallèles. Cette notion propose que dans l'immensité du multivers, il pourrait exister d'innombrables scénarios où des versions identiques de nous-mêmes vivent des expériences similaires en même temps. Avant de nous lancer dans l'exploration de différents univers, nous devons peut-être encore approfondir la compréhension du nôtre. Prenons l'exemple de la galaxie AGC 1 149 050, située à environ 250 millions d'années-lumière de nous. À première vue, elle semble ordinaire, mais en y regardant de plus près, il semble qu'elle pourrait ne contenir aucune matière noire. Si d'autres galaxies similaires à celle-ci étaient dans la découverte, cela pourrait bouleverser notre conception de la formation des galaxies. On pense généralement que la matière noire est indispensable à ce processus, jouant le rôle d'une colle qui maintient le tout ensemble. Il est cependant vrai que cette galaxie particulière est moins lumineuse et possède moins d'étoiles que les galaxies plus typiques. Lors de sa découverte en 2019, les scientifiques ont d'abord supposé qu'elle pourrait ne pas contenir de matière noire en raison de la vitesse à laquelle elle tournait. La vitesse de rotation d'une galaxie nous informe sur la quantité de matière qu'elle contient. En comparant cette vitesse avec les objets visibles, les astronomes peuvent estimer la quantité de matière supplémentaire, telle que la matière noire, qui devrait être présente. Et dans le cas de cette galaxie, les calculs suggèrent qu'il n'y en a pas du tout. Parmi les nombreuses hypothèses, il en existe une qui suggère que la matière noire pourrait ne pas exister. Une étude récente avance que nous recherchons peut-être une chose qui n'est tout simplement pas réelle. Selon cette théorie, notre compréhension de la gravité pourrait être insuffisante pour expliquer les comportements inhabituels de certaines galaxies. Au lieu d'attribuer ces comportements à la matière noire, il serait donc possible que nous ne comprenions pas entièrement le fonctionnement de la matière ordinaire. Ces conclusions s'appuient sur une théorie dite de la dynamique newtonienne modifiée, qui suggère que la gravité pourrait se comporter différemment à de très grandes distances ou à des vitesses très faibles. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute, et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu ? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Waouh » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal
Waouh! Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique. Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal wow était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu ni déformé. Et c'est très intéressant parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'il ne communique pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents. Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois. Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication. Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettaient à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes. Et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de deux comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des deux comètes à l'origine du signal
ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal « wow ». De plus, le signal ne s'est pas répété, il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal « wow ». Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radiorapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elles ne durent qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988, et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars, qui suggère que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargés. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers ? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives passionnantes pour la recherche de civilisations avancées au-delà de la Terre. Cela fait des années que tu t'entraînes. Tu sais que tu es prêt. Tu te tiens sur le seuil de la porte, tu respires profondément et tu l'ouvres courageusement. Tu sautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dans l'immensité de l'espace. Ah, c'est toujours aussi excitant, dis-tu dans ton transmetteur. Tu te sens aussi léger qu'une plume dans l'espace, à l'exception de la combinaison, bien sûr. C'est vrai ce que ce type t'a dit un jour. Les combinaisons d'astronautes limitent les mouvements du corps d'au moins 20%. Pour toi, cela signifie que tu as 20% de chance en plus de faire une maladresse dans l'espace. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce métier. Tu arrives enfin au poste d'amarrage. Tu regardes autour de toi et tu vois l'endroit de la station qui a besoin d'être réparé. C'est ici que les autres navettes s'amarrent lorsqu'elles arrivent plein de la Terre ou d'autres planètes. Il y a une semaine, une navette venant de Jupiter a mal calculé son arrivée et a cassé une partie du poste. Tu as attaché la pièce à remplacer à ta ceinture. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la visser. Tu as passé des heures à t'entraîner sous l'eau. Tu as porté une combinaison lourde, chaude et inconfortable dans une piscine afin de connaître les mouvements exacts que tu dois faire ici. « Attention !» crie Sarah sur le transmetteur. Tu n'as même pas le temps de demander de quoi il s'agit. Une tempête de débris te prend au dépourvu à une vitesse absurde. Elle fait trembler tout ce qui t'entoure. Tu essayes de t'accrocher à ton câble de sécurité. Mais, oh non, un débris vient de heurter la visière de ton casque. « Bob, tout va bien ?» te demande Sarah via le transmetteur.
L'impact t'a un peu secoué, mais tout semble normal. Les météorites ont enfin disparu. Tu peux donc te concentrer sur ta tâche. Tu tires vers toi le câble auquel est attachée la pièce à remplacer, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Non, plus rien du tout. Oh non, te dis-tu. Sarah, nous avons perdu une pièce. Je répète, nous avons perdu une pièce. La situation est assez grave et tu en es conscient. Tout ce qui tombe dans l'espace peut entrer en collision avec la Station spatiale internationale ou avec d'autres véhicules. Tu essaies de te souvenir de ton entraînement, mais ta tête est vide. C'est pire que la fois où tu as cassé le pot en céramique préféré de ta copine. Sarah, l'astronaute qui t'accompagne à bord de la station, crie sur le transmetteur. « Oh non Bob, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe, j'arrive. » Tu repères la pièce en question sous l'ISS. Elle fait la taille d'une portière de voiture de taille moyenne et se déplace assez rapidement. Voici ce qui peut se passer. La pièce peut redescendre vers la Terre et entrer dans l'atmosphère. Elle prendra alors probablement feu et se désintégrera en chemin. Mais même si c'est bien le cas, l'image de la NASA en souffrira et on te réprimandera. Il se peut aussi que la pièce perdue prenne un peu d'élan, se mette en orbite et vienne percuter l'ISS, et toi aussi par la même occasion, ou un satellite qui se trouverait sur la même orbite. Alors voilà, si tu pensais que l'espace était un vide infini, tu te trompais. Depuis que différents pays ont commencé à construire des équipements suffisamment solides pour voyager dans l'espace, l'endroit est très encombré. Les gens y sont peu nombreux, mais il y a des satellites, des astéroïdes et des débris spatiaux. Tu as été surpris d'apprendre un jour que la Terre reçoit des pluies de météorites quotidiennes. Mais elles sont si petites que personne à la surface de la planète ne les remarque. Elles se transforment généralement en cendres avant d'atteindre le sol. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient de t'arriver lors de cette mission s'est déjà produit lors de plusieurs autres missions. Les astronautes perdent sans cesse des objets dans l'espace, à tel point que la NASA a dû créer une division chargée de traquer et de surveiller l'orbite de tous ces débris qui flottent autour de la planète. Tu n'en reviendrais pas si l'on te disait qu'il y a plus de 23 000 débris de la taille d'une balle en orbite dans l'espace, et un demi-million d'objets plus petits. Alors que tu t'apprêtes à détacher ton câble et à t'aventurer dangereusement dans l'espace sans aucune protection, tu remarques que Sarah t'a devancé. Tu ne peux pas la laisser faire ça toute seule, alors tu décides de l'accompagner. Tu sais que ça va à l'encontre de tous les manuels de la NASA et de toutes les formations que tu as suivies. Mais tu te dis, si ça marche dans les films, ça doit marcher pour nous. Mais tu sais parfaitement que ça n'a aucun sens. Sarah est proche de la pièce débris, mais le poids de son corps la fait orbiter dans une toute autre direction. Ok, te dis-tu, c'est à ton tour de briller et d'être un héros. Tu essaies de bouger tes bras comme tu le ferais sous l'eau, mais il n'y a pas de frottement dans l'espace. Tu ne peux pas te mettre à nager pour aller chercher cette pièce d'équipement. Tu essaies de contacter Sarah, mais elle ne répond plus. Il va donc falloir que tu te débrouilles seul à présent. Pour une raison ou pour une autre, tu commences à tourner sur la même orbite que la pièce perdue. C'est sans doute à cause de la quantité de choses que tu as attachées sur toi. Ou peut-être que c'est le burrito que tu as mangé ce matin. Tu as l'impression d'être George Clooney dans le film Gravity. Non, mieux encore, tu te sens comme Obi-Wan Kenobi. Oui, tu te sens aussi fort et puissant qu'un Jedi en ce moment. Tu gardes tes mains tendues devant toi en espérant que la collision avec le débris se fera en douceur. Et 3, 2, 1, atterrissage réussi. Je plaisante, mais oui, tu as réussi à t'arrimer au débris. Hourra! Et maintenant, te dis-tu. Je suppose que tu aurais dû revoir ton plan un peu plus en profondeur, hein? Tu n'as pas la possibilité de guider le débris. Et tu ne peux plus non plus contacter le centre de contrôle de la mission pour leur dire que l'objet, et toi-même, êtes en route vers quelque part. N'aie pas peur. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour commencer à avoir peur. Quelles sont tes options? D'abord, photographie mentalement ta planète. De là-haut, elle ne déçoit jamais. Ensuite, demande-toi quels sont les différents scénarios possibles dans une telle situation. Ton poids normal ne peut pas suffire à t'extraire de l'orbite terrestre. Dans l'hypothétique scénario où cela se produirait, tu serais probablement aspiré par l'orbite de Vénus et tu passerais un mauvais moment. Il y a fait extrêmement chaud. Même si dans la mythologie, Vénus représente l'amour, il n'y a rien d'agréable dans le voisinage de cette planète, et tu le sais. Si tu t'approchais trop, ta combinaison spatiale ne supporterait pas la chaleur. Elle ne peut résister qu'à une température maximale de 120 degrés Celsius.
et l'atmosphère de Vénus peut atteindre les 370 degrés. Mais honnêtement, le pire scénario est beaucoup plus simple que cela. Ta combinaison spatiale pourrait décider de noyer tes oreilles, ton nez et ta bouche dans de l'eau. Oui, cela s'est déjà produit lors de sorties dans l'espace. Tu vois, pour que ta combinaison spatiale reste fraîche, elle compte sur les 3,8 litres d'eau de son système de refroidissement. Ce système, qui est censé éjecter de l'air recyclé par l'arrière de ton casque, peut se mettre à fuir. Et comme tu es coincé au milieu de nulle part, tu n'as aucun endroit, toi, vers où fuir. Mais attends, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Une navette spatiale modulaire. Tu essayes de crier, mais personne ne t'entend hors de ton casque. Tu fais des signes avec tes bras. Tiens, elle se dirige droit sur toi. Enfin, dit Sarah, j'ai mis pas mal de temps à te retrouver. Apparemment, Alice est revenue à la station juste à temps pour t'attraper avant que tu ne partes vagabonder dans l'espace infini. Je suppose que je vais perdre quelques points d'astronaute à cause de cette petite mésaventure, hein, dis-tu? Oui, ça c'est sûr. Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui,
Les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Add a Choco Hazelnut Ball on the side. Votre rêve d'enfant se réalise. Vous avez été sélectionné parmi les volontaires pour aller dans l'espace en tant que touriste. Il est temps de faire vos valises. Vérifiez bien les restrictions de la compagnie aérienne, non, de l'agence spatiale, concernant les bagages.
Croyez-moi, les règles des compagnies aériennes sur Terre ne sont rien comparées à celles qui s'appliquent à la Station spatiale internationale, ou ISS. Une mission régulière à bord de l'ISS dure 6 mois. Par conséquent, tout appareil qui s'y rend apporte du matériel pour les astronautes qui s'y trouvent déjà. Il ne s'agit pas seulement du matériel indispensable au bon déroulement de la mission, mais aussi de colis de soins pour l'équipage. Ils sont destinés à rendre la vie parmi les étoiles plus confortable et comprennent des objets appartenant aux membres de l'équipage et au personnel de soutien. La limite de poids est d'environ 5 kg et la taille du colis est de 23 cm sur 41. Il peut contenir de la nourriture, mais tout ce qui produit des miettes est généralement proscrit. Les parfums, lotions après rasage, bains de bouche et tout ce qui se trouve dans des contenants pressurisés, comme la mousse à raser, sont interdits. Et au cas où vous vous poseriez la question, vous ne pouvez pas mettre de jeux vidéo dans votre colis. Les batteries pourraient causer des problèmes là-haut. Alors pas de jeux vidéo pendant des mois? Je vais peut-être reconsidérer ma carrière d'astronaute. Les vêtements sont autorisés, mais seulement s'ils sont à 100% en coton. On envoie également un kit de vol officiel dans la navette spatiale. Il contient environ 54 kg de drapeaux, d'écussons, d'autocollants et d'autres articles similaires. Et non, ils ne sont pas destinés à être vendus au cas où nous trouverions de la vie sur Mars. Ces articles provenant de la NASA, des partenaires commerciaux et des organisations internationales sont censés revenir sur Terre pour servir de souvenirs, d'objets de musée ou de récompenses. Bien entendu, vous devez faire une demande officielle auprès de la NASA, qui décidera quels objets peuvent être emportés et en quelle quantité. La vie dans l'espace serait triste si vous ne pouviez pas emporter quelque chose qui vous rappelle votre foyer, n'est-ce pas? La NASA a tout prévu. Vous pouvez également embarquer un kit de préférence personnelle lors de votre mission. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Il a la taille d'une boîte à déjeuner et peut à peine dépasser le kilogramme. Ce kit a été introduit lors du programme Gemini de 1965 à 66. 2 personnes pouvaient alors prendre place dans une capsule, au lieu d'une seule, comme c'était le cas auparavant. À l'époque, les objets personnels devaient être placés dans un sac en nylon gris muni d'un cordon de serrage. L'astronaute Wally Schirra a par exemple choisi d'emporter 20 médailles d'or, 5 médailles d'argent, des drapeaux, des écussons et un permis de chasse de Floride. Je me demande ce qu'il avait prévu pour son séjour dans l'espace. Son collègue Michael Collins, qui a participé à la première mission sur la Lune, Apollo 11, a apporté 3 drapeaux, entre autres choses. Des années plus tard, il a participé à un sondage de la NASA sur Twitter et a déclaré qu'il aurait aimé apporter du café et un bon bouquin. Les choix les plus populaires pour le kit personnel sont les photos de famille, les casquettes, les t-shirts, les pins et autres objets portant les logos d'université ou d'équipes de sport, ainsi que d'autres souvenirs dont la signification est plus secrète. De nombreux membres d'équipage apportent également des instruments de musique qui restent ensuite dans la station spatiale. Un astronaute a même reçu un saxophone alto pour son anniversaire dans l'espace. Il n'a pas dû être facile à cacher. Le matériel photo est un autre choix de bagage à main très apprécié. Les vues là-haut sont trop belles pour ne pas être immortalisées. Donc, vous avez finalement choisi les photos de vos proches que vous souhaitez emporter avec vous et écarter celles qui doivent rester sur Terre. Vous atteignez l'ISS, saluez ses résidents et, naturellement, votre souhait immédiat est de prendre une douche après un si long voyage. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. L'eau ne coule pas en apesanteur. Vous ne pourrez donc pas profiter d'un jet apaisant. De plus, comme l'eau est plutôt lourde, les fusées n'en transportent généralement que le minimum dans l'espace. Les astronautes utilisent donc des lingettes préhumidifiées ou des serviettes avec du savon liquide pour s'essuyer les mains et le visage. Une autre serviette humide peut servir à nettoyer le reste du corps. Mais qu'en est-il des cheveux? Voici votre nouvel ami, le shampoing sans rinçage. On ne peut pas se permettre d'éclabousser tout ce précieux matériel électronique. Vous devez donc utiliser un embout en forme de paille pour faire couler l'eau à travers des sacs spéciaux faits de papier d'aluminium et de plastique. L'eau utilisée est ensuite transférée dans le système de climatisation. Elle est filtrée et recyclée pour être consommée. Les astronautes se brossent bien sûr les dents, mais même cette tâche simple requiert une certaine habileté dans l'espace. Vous devez attacher le tube de dentifrice à un mur, puis presser une minuscule goutte d'eau sur la brosse à dents. Ensuite, vous pouvez vous brosser les dents comme vous le faites sur Terre, presser encore de l'eau et nettoyer la brosse avec une serviette. Et comme il n'y a pas de lavabo pour cracher, vous devrez boire quelques gorgées de votre poche à eau et avaler le dentifrice avec. Inscrivez-moi tout de suite.
cette petite toilette spatiale vous a épuisé. Il est temps de refaire le plein d'énergie. Heureusement, la nourriture de bord n'est plus cette purée insipide et emballée dans des tubes que nous avions l'habitude de voir au cinéma. Les repas ont évolué en même temps que les technologies, et les astronautes ont désormais un régime alimentaire similaire à celui qu'ils ont sur Terre. Ils peuvent manger des fruits et des brownies sous leur forme habituelle. Lorsque quelqu'un à bord de l'ISS veut manger des macaronis au fromage, il lui suffit d'y ajouter de l'eau. Il n'y a pas de réfrigérateur là-haut, vous ne pouvez donc pas apporter votre glace préférée. Et tous les autres aliments doivent être conservés de manière appropriée. La plupart sont conditionnés dans des emballages en plastique ou des boîtes de conserve. Pour éviter que votre repas ne s'envole, ces emballages sont munis de bandes velcro et peuvent être attachés à un plateau ou à une table. Il y a un four à convection pour que les déjeuners dans l'espace soient aussi délicieux qu'à la maison. Les astronautes ont droit à 3 repas par jour et des nutritionnistes veillent à ce qu'ils soient tous équilibrés. Lorsque vous avez soif, vous avez le choix entre du café, du thé, du jus d'orange, des punchs aux fruits et de la limonade. Les boissons gazeuses ne pétillantent pas en apesanteur. Vous ne pouvez donc pas apporter de soda. Il y a du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise pour relever vos aliments. Mais le sel et le poivre ne se présentent que sous forme liquide. Sinon, ils risqueraient d'obstruer les bouches d'aération et d'autres équipements, ou de se loger dans les yeux, la bouche ou le nez des astronautes. Nous savons déjà que, pour la même raison, les miettes ne sont pas les bienvenues dans l'espace. Mais qu'en est-il du pain? Les tortillas sont une option pour le remplacer. Une autre option consiste à introduire un sandwich dans votre vaisseau spatial à l'insu de tous. John Young a essayé une fois, mais il y a eu des miettes partout, et il n'a pas pu profiter de son sandwich au pâté. Vous pouvez également attendre que les scientifiques trouvent une solution, car ils y travaillent depuis longtemps. Une société allemande, Bake in Space, s'est associée au centre aérospatial allemand et à un groupe de chercheurs pour créer la pâte parfaite et trouver un moyen de la faire cuire dans l'espace. Les astronautes ont besoin d'un four spécial, dont la surface ne doit pas dépasser la température de 45 degrés. Jusqu'à présent, les astronautes n'ont réussi à faire cuire que des biscuits à bord de l'ISS. Cela a pris beaucoup plus de temps que dans une cuisine ordinaire, environ 2 heures. Mais le résultat en valait la peine. Ça sentait comme dans la cuisine d'une grand-mère. Puisqu'on parle des odeurs, elles peuvent persister pendant des années dans une station spatiale. On ne peut pas simplement ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Ainsi, même un matériau non toxique peut dégager des odeurs susceptibles de perturber le travail des astronautes, voire de les rendre malades et de mettre la mission en péril. C'est pourquoi la NASA a son propre renifleur en chef, également connu sous le nom de Nostradamus, un certain George Aldrich. Son travail consiste à sentir tous les objets qui se trouvent dans la zone habitée de l'ISS. Vous avez hâte de consigner tout ce que vous avez appris dans votre journal. Dommage que les crayons ne soient pas les bienvenus dans l'espace. Leur mine pourrait facilement se briser, flotter et provoquer une catastrophe. Et comme les stylos ordinaires ne fonctionnent pas en apesanteur, un stylo spatial pressurisé a été mis au point en 1968. Il en existe aujourd'hui environ 80 modèles, dont des dizaines flottent actuellement dans l'ISS. Votre journée dans l'espace a déjà été bien remplie, et ce n'est que le début de l'aventure.